Une entreprise en pleine croissance. Cette semaine à Ambar, Optimas vient de fêter ses 10 ans. L'occasion aussi d'inaugurer son nouveau siège européen situé sur l'Europol 1. À cet endroit, Optimas dispose désormais de 6000 m² de hall logistique, un nouvel outil destiné à accompagner sa hausse de chiffre d'affaires. Nouvel anniversaire à quelques dizaines de mètres de là, l'atelier des lutins vient en effet de fêter ses 20 ans. Pensé pour accueillir les enfants des parents travaillant sur l'Europol, la crèche communautaire a vu grandir depuis sa création plusieurs milliers d'enfants. Elle pourrait augmenter sa capacité d'accueil si le projet Holosolis se concrétise. Le sous-préfet poursuit son tour des communes. Il était cette semaine à Rolbin, un village de moins de 300 habitants qui a connu des changements ces dernières années dans son annexe d'Orenthal, au niveau de la salle communale ou encore des modifications visibles sur les murs extérieurs de l'église. Autre visite dans le Beacherland, celle effectuée à Étain par les membres du jury des villes et villages fleuris. La commune s'est parée de ses plus beaux atours pour séduire les spécialistes du cadre de vie. Grâce notamment à l'expertise de Steve Pfeiffer, Étain espère obtenir comme distinction cette année la 3e fleur. Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la nature. Illustration avec les élèves des écoles des Remparts et Louis Pasteur de Beach. Ils ont imaginé des panneaux sur le chêne et sur le hêtre qui viennent d'être inaugurés. On les retrouve à Beach, autour de l'étang de Hazelfurt. Un tour du monde en chanson. Les artistes du groupe vocal et percussion AU et Adia ont animé le marché bi-hebdomadaire de Sarreguemines. Elle proposait aux passants de désigner un endroit sur la carte du monde et sans plus attendre, les artistes interprétaient une chanson originaire de cette région. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette nouvelle édition du 30 minutes que j'ai le plaisir de vous présenter. Je vous propose de faire aujourd'hui un tour de l'actualité de notre arrondissement et en deuxième partie d'émission, vous retrouverez Tristan. Il a discuté avec le procureur de la République de Sarreguemines pour faire le point sur les principales affaires judiciaires du moment. On ouvre ce journal avec une entreprise qui se porte particulièrement bien. Pour ses 10 années d'existence sur notre territoire, la société Optimas voit l'avenir en plus grand. Avec l'appui de la SEML Sarreguemines Confluence et de la Casque, elle a construit de nouveaux locaux sur l'Europol 1, plus de surface pour accompagner son développement économique. Camille Henriot s'est rendu sur place. Un nouveau siège européen pour l'entreprise Optimas. La société a inauguré ses nouveaux locaux ici sur l'Europol à Ambar. Elle dispose désormais de 6000 m² de hall logistique contre 4500 m² de bâtiments auparavant en zone industrielle de Sarreguemines. La société est aujourd'hui spécialisée dans la conception de pièces techniques sur mesure, notamment des boulons, des écrous, des vis pour des grands noms de l'automobile. On ne livre pas que des écrous et des vis, on livre aussi, il y a des inserts, il y a des entretoises, il y a des clips, il y a des ressorts. Finalement, tout ce qui est petites pièces et qui rentre dans la conception et dans le montage et dans l'assemblage d'un véhicule. Ça fait 3 ans que l'entreprise enregistre une importante croissance économique. On avait commencé nos plans de croissance en 2021. Là, on a aussi, dans ce cas-là, contacté la Casque pour nous aider de trouver un nouveau bâtiment pour supporter nos plans de croissance. À ce temps-là, on avait réalisé à peu près 47-48 millions US$ de chiffre d'affaires. Et on est content et on est fiers et heureux d'annoncer que l'année dernière, on a réalisé 70 millions US$ de chiffre d'affaires. Le développement économique de Optimas repose également sur un marché de niche, la création de composants essentiels à la construction d'un tunnel. Ici, des ingénieurs préparent les modèles 3D de ces futurs produits. Un savoir-faire qui permet à la société d'être impliquée dans plusieurs projets d'ampleur. Lorsque vous prenez le train de Strasbourg à Paris, le TGV, vous passez à travers le tunnel de Saverne, qui est un exemple de projet qui a été construit au tunnelier avec des éléments en béton préfabriqués qui ont été assemblés par des pièces de la société Optimas. Ces pièces uniques, fabriquées par des entreprises externes, sont ensuite rapatriées ici à Ambar, contrôlées avant leur distribution. L'entreprise mondiale Optimas travaille aujourd'hui pour plus de 500 clients. Sur son site à Ambar, elle emploie actuellement 70 salariés et plusieurs embauches sont prévues sur ce nouveau site.
Et juste à côté des nouveaux locaux de l'entreprise Optimas, un anniversaire a été fêté hier en grande pompe. L'atelier des lutins, la crèche communautaire, vient en effet d'avoir 20 ans. L'occasion de faire le point sur les objectifs et les projets de cet espace multi-accueil destiné à la petite enfance. Un reportage de Marie-Morgane Pires. 20 ans que les enfants d'Ambar et alentours grandissent en plein cœur de l'Europole 2. La crèche communautaire L'Atelier des Lutins a été créée au départ en mars 2005 pour répondre à un besoin de garde pour les familles des salariés de l'ancienne usine Smart. Depuis, elle a su s'adapter aux besoins d'une cité industrielle, aux attentes des parents. Un projet à plus de 2 millions d'euros hors taxes, soutenu par la Caisse d'allocation familiale de Moselle, le département et l'État. À sa création, la crèche bénéficiait de 60 places. Depuis le 1er janvier 2025, elle en compte 75. Avec l'arrivée de la Gigafactory Holosolis, dont les premiers coups de pioche sont espérés pour le deuxième trimestre 2026, 15 à 30 places supplémentaires sont en projet. À partir du moment où nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions dire que définitivement ce projet se réalisera et se réalisera entre telle et telle date, nous nous engageons à agrandir ces locaux dans la foulée le plus rapidement possible pour que ce soit fonctionnel au moment où l'usine va commencer à tourner. C'est rare que je vais voir des crèches où on augmente de 15 places. De temps en temps, on met 3 places de plus, etc. Mais 15 places de plus, peut-être 30, c'est énorme. Depuis 20 ans, de nombreux projets ont été mis en œuvre par l'équipe de l'Atelier des Lutins, gérée en délégation de service public par les Petits Chaperons Rouges depuis 2011. 24 agents encadrent la structure sur place, dont un cuisinier pour les repas. Le projet initial, un petit peu à l'origine de la structure, c'était la familiarisation à la langue allemande. Et dans cette optique, on met en place un partenariat avec la Kita Salut transfrontalière. Après, on a le langage et signes LSF bébé. Et puis là, depuis quelques années, effectivement, notre jardin potager, notre grande fierté qui se développe de plus en plus. Donc après, les aliments sont plantés, récoltés par les enfants et passent par la cuisine. Donc après, c'est fini dans les assiettes. Depuis 2011, plus de 3000 enfants ont franchi les portes du multi-accueil, dont 202 pour l'année 2024. Des murs de l'église du village refaits, une nouvelle chaussée pour une rue de l'annexe Orenthal, une salle communale comme neuve ou encore un futur agrandissement de l'atelier municipal. Ce sont quelques-uns des sujets que le maire de Rolbin a abordés avec le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Émilie Hazel a assisté à la visite du représentant de l'État. Le conseil municipal de la petite commune de 264 habitants a accueilli mardi le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. L'occasion de faire le tour des lieux où des travaux sont ou ont été réalisés. Il y a notamment la rénovation des murs extérieurs de l'église en 2022, la réalisation de l'aire de jeu en 2020 ou la rénovation de la salle communale. Donc tout ce que vous pouviez faire en interne, vous le faisiez. Oui, et c'était... Vous êtes vrai. Le sous-préfet a également pu découvrir le projet d'agrandissement de 80 mètres carrés de l'atelier municipal et la réfection de la chaussée à l'annexe Orenthal. La route communale qui était dans un très mauvais état, avec des nids de poules. Et suite aux inondations en 2024, il fallait qu'on refasse cette route. L'État nous a subventionné à 23 499 € pour catastrophe naturelle. Wassim Kamel a retenu un élément principal lors de sa visite à Rolbin. Ce que je retiens, la première chose de ma visite ce matin à Rolbin, c'est un sentiment de fierté sur nos communes rurales qui avancent, qui ont déjà réalisé des choses dont on peut collectivement être fier. Le projet d'un agriculteur de la commune lui a également été présenté. Sur environ 40 hectares de parcelles privées, plusieurs panneaux agrivoltaïques pivotants seraient installés. 1, 2 et peut-être bientôt 3 fleurs. La commune d'Étain espère obtenir cette année cette distinction. Avec les conseils de Steve Pfeiffer, elle a fait en sorte d'améliorer sa candidature, des efforts qui ont, semble-t-il, plu aux membres du jury du label Ville et Village Fleuris, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage d'Émilie Hazel. Nous avons aussi instauré des ateliers pédagogiques sur la trame verte qui sont concrétisés par des plantations d'arbres par les enfants eux-mêmes. Cela fait maintenant plusieurs années que la commune d'Étain possède 2 fleurs au label Ville et Village Fleuris. Cette année, elle a refait une tentative pour obtenir une 3e fleur.
Alors, la labellisation en tant que troisième fleur, c'est simplement la reconnaissance de tout l'engagement à la fois des équipes communales, municipales, de tous les bénévoles qui sont là pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Le jury est venu découvrir la commune le 1er juillet. Pour tenter d'atteindre l'objectif, la commission de fleurissement et la municipalité ont dû respecter certains critères de fleurissement et de respect écologique. Oui, les critères qui sont majoritairement trouvés ici, c'est la diversité végétale. On a énormément de plantes avec un beau mélange annuel vivace, avec une implantation annuelle vivace aussi dans les massifs qui est très originale. On a un choix d'emplacement de fleurissement qui est aussi intéressant. Et si on part en dehors du fleurissement, il y a toute une logique d'aménagement communal avec des services, des bâtiments, de l'isolation, des questions environnementales qui sont prises en compte. Les élèves du périscolaire, par exemple, qui les ont accrochés, qui ont aussi contribué, qui contribuent régulièrement. Le jury a pu voir les nombreuses réalisations dans le village. Donc en termes d'exemples, nous avons par exemple créé 3 nouveaux parterres avec des fleurs vivaces, pour limiter aussi le renouvellement du fleurissement et pas mettre que des annuels. Nous avons aussi implanté de nombreux arbres, à la fois dans l'espace cinéraire et au niveau du carrefour central. Et nous avons développé la fauche tardive pour développer la biodiversité, par exemple. On peut aussi citer la végétalisation de la place de l'église, la réduction du nombre de jardinières et l'augmentation du nombre de massifs. Un choix original a également été fait. Les arbres fruitiers et les légumes plantés peuvent être cueillis gratuitement par les habitants. À la fin de la visite, le jury a maintenu un mystère relatif sur la possible obtention de cette 3e fleur. Très clairement, la visite est impressionnante. Il y a ce qu'il faut, en termes, puisque nous travaillons sur une base d'une grille. Donc toutes les cases de la grille étaient cochées dans le cadre de la visite. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Mais je ne vais pas pouvoir vous dire oui ou non. Le jury risque de proposer la 3e fleur, si cette réponse vous satisfait. Il faudra qu'Étain attende encore quelques mois pour obtenir une réponse officielle. Et on reste dans le domaine de l'environnement avec le projet pédagogique réalisé par des élèves des écoles des Remparts et Louis Pasteur de Bitche. Ils ont élaboré des panneaux informatifs sur le hêtre et sur le chêne que vous pouvez regarder autour de l'étang d'Azelfurt. Thibaut Desmerlet, lui, les a déjà découverts. Tout doucement, les CE1, CE2 de l'école Louis Pasteur et les CE2, CM1 de l'école des Remparts s'approchent des cabanes d'observation. Nous sommes autour de l'étang d'Azelfurt et ce n'est pas une randonnée classique. Ils vont assister à l'inauguration et à l'installation de leurs propres panneaux informatifs. Pendant toute leur année scolaire, les élèves de l'école Louis Pasteur ont travaillé sur le chêne et ceux de l'école des Remparts sur le hêtre. On a fait un panneau et chaque personne devait passer pour écrire. On a fait des dessins aussi pour le décrire. On a travaillé, on a fait aussi de la science. Comme ça, ils peuvent plus en savoir sur la nature. Ce sont des panneaux en allemand et en français destinés au grand public qui expliquent le fonctionnement et le but de ces 2 arbres présents autour de l'étang. Le projet appelé « L'arbre sans dessus-dessous » a été mené dans le cadre du territoire éducatif rural de l'Éducation nationale. L'arbre, il est source de plein de choses pour les êtres humains, au niveau aussi sociétal, au niveau écologique, au niveau environnemental, au niveau du bien-être aussi, parce qu'il est source d'anti-stress. Donc tous ces bienfaits, il faut le connaître dès le plus jeune âge. La ville de Bitche était aux côtés des élèves pour la réalisation des panneaux. La gravure a été faite à la microfolie. Nous avons toujours, depuis le début de notre mandature, encouragé, accompagné, favorisé les initiatives et les projets des équipes pédagogiques, des enseignants et des enseignantes. Ce projet-là me semble très pertinent. Il représente une thématique écologique, pédagogique, bien évidemment. D'autres panneaux seront amenés à être installés dans les autres cabanes d'observation, toujours en partenariat avec des écoles. Évadons-nous à présent en chanson. Au marché de Sarreguemines, un trio a récemment suscité la curiosité des passants. Son nom, A.U. et Yadia. Ce groupe s'est donné pour mission d'interpréter des chansons du monde entier. Et pour compléter son répertoire, elle vous invite à transmettre un chant dans votre langue d'origine en vue d'une veillée polyglotte qui se tiendra à Sarreguemines. Camille Henriot a rencontré les artistes.
Trois voix pour parcourir le monde en chanson. Sur le marché de Sarreguemines, les trois chanteuses du groupe AU et Adia se sont lancées un défi, préparer une veillée polyglotte pour 2026. Pour ça, elles ont besoin de votre aide. Chaque participant pouvait choisir de quel pays serait extrait la prochaine chanson. Pour cette dame, le choix est fait, ce sera une chanson tamoule. Direction l'Inde donc pour ce nouveau défi accepté par les chanteuses. À Sarreguemines, il y a des gens qui chantent, qui parlent dans toutes les langues. Il y a beaucoup de nationalités qui se côtoient. Et donc, on est là pour venir chercher des chants de toutes ces langues. Et notre idée, c'est de trouver des gens dans Sarreguemines qui ont envie de monter sur scène avec nous, qui nous transmettent un chant et qu'on interprète ensuite ensemble en mai pour un grand final. De longues recherches auprès de personnes de langue maternelle sont nécessaires pour agrémenter ce projet d'interprétation vocale multilingue. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir toujours une personne native qui nous transmet, qui nous corrige notre prononciation, qui nous explique. Ça nous tient à cœur de faire un effort sur la prononciation, sur les rythmes, et d'en faire après quelque chose qui nous appartient. On ne va pas rester dans une reproduction du modèle traditionnel tel qu'il est. On va interpréter, on va des fois changer le rythme, même si on a appris un truc traditionnel, on peut bouger. Et si vous aussi, vous souhaitez partager une chanson dans votre langue d'origine, sachez que les artistes seront présentes au marché en septembre. Et pour découvrir le résultat de ce projet artistique, rendez-vous en mai 2026 pour la Veillée Polyglotte, un spectacle unique dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. La billetterie a déjà ouvert ses portes le 1er juillet dernier. Une autre idée de sortie, l'association T2SB vient de débuter sa saison estivale. Au départ de la gare de Beach, elle vous propose d'embarquer sur un vélorail pour un parcours de 7 km vers Mouterouz ou de 15 km jusqu'à Lemberg. Tous les mercredis après-midi de juillet et d'août, les vélorails seront accessibles sans réservation. Certains dimanches, des sessions sont aussi possibles, mais cette fois sur réservation. Il reste d'ailleurs quelques créneaux disponibles pour ce dimanche 6 juillet, une façon de découvrir le territoire autrement. Et quitte à découvrir la région, autant le faire sous le soleil. D'ailleurs, quelle sera la météo de demain ? La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est une belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera au rendez-vous et les températures largement supportables. Les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 26 à 28 degrés. Demain nous fêtons les Antoine et il fera jour de 5h34 à 21h38. Passez tous encore une belle journée et à demain. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci ? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs.
le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Vous l'avez sans doute constaté, ces dernières semaines, l'actualité judiciaire a été particulièrement intense dans notre arrondissement. Entre les révélations sur les agressions sexuelles présumées à l'ancien collège-lycée Saint-Augustin à Bitche, la lutte contre le trafic de stupéfiants ou encore, plus récemment, le décès tragique d'un gendarme, les affaires se multiplient. Tristan Ricli s'est entretenu avec Olivier Glady, procureur de la République au tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour faire le point. Bonjour Monsieur le procureur, merci d'avoir accepté notre invitation. On va profiter de votre présence pour parler de l'activité du tribunal judiciaire de Sarreguemines et revenir aussi sur les affaires qui font l'actualité dans notre arrondissement. Et commençons par ce scandale qui secoue la Moselle depuis le mois dernier, les faits présumés d'agression sexuelle dans l'ancien collège-lycée Saint-Augustin à Bitche. De nouvelles révélations ont émergé ces derniers jours. Au-delà de l'abbé Didelon, aujourd'hui décédé, de nouveaux auteurs sont mis en cause et certains sont encore en vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à leur sujet? Alors, pour commencer, peut-être indiquer aux spectateurs qu'une enquête a en effet été ouverte dès le moment où ce scandale a surgi dans les médias. Et c'est la brigade de gendarmerie de Sarreguemines qui est chargée de la conduire sous la direction du parquet de Sarreguemines. Et il est vrai que c'est d'abord cet abbé aujourd'hui décédé qui a été désigné, mais depuis quelques signalements sont parvenus à l'égard de personnes qui pourraient encore être en vie à l'heure actuelle. Comment les enquêteurs abordent-ils ce dossier aussi délicat ? La méthodologie que je préconise, mais que nous allons mettre en place, est de diffuser aussi largement que possible l'information que la brigade de gendarmerie de Sarreguemines est prête à accueillir des plaignants, des victimes, des personnes qui auraient à présenter des révélations sur ce qui aurait pu se passer au Saint-Augustin dans le domaine des abus de violence et sexuels sur des élèves pendant le temps de son fonctionnement, soit jusqu'en 2012. Et à défaut de pouvoir aller à la gendarmerie, je pense notamment à ceux qui ont quitté la Moselle-Est, mais qui auraient vent de ce qui est en train de se tramer, c'est-à-dire la prise en compte par les pouvoirs publics de la situation, d'adresser un courrier à mon parquet pour se signaler. Sur le plan juridique, est-ce que ces faits sont aujourd'hui prescrits ? Je pense qu'il faut regarder très précisément dans le détail parce que les questions de prescription sont éminemment complexes. Elles sont complexes dans la mesure où elles puisent dans le moment de la commission des faits, elle s'apprécie également en fonction de l'âge de la victime au moment des faits, mais également la nature correctionnelle ou criminelle des faits, des agressions sexuelles ou alors des faits qualifiés de crimes par la loi, soit par exemple évidemment des faits de viol. Et je crois qu'il faut que toute personne qui aurait été victime d'abus dans ce contexte-là, et qui le souhaite évidemment de faire cette démarche de signalement de sa situation aux autorités de gendarmerie ou alors à mon parquet, soit aussi précise que possible sur évidemment qui elle est, ça nécessite évidemment de s'identifier, aussi précise qu'elle peut se souvenir des faits et de leur datation, parce que nous sommes dans un contexte où aujourd'hui où nous parlons, les prescriptions sont très longues. Elles commencent à partir de la majorité des personnes qui sont victimes et elles durent plusieurs décennies après leur majorité. Ce sur quoi il faut que j'insiste, c'est que c'est l'état du droit actuel. Et nous avons une nouvelle fois une institution qui a fonctionné jusqu'en 2012, une institution qui, dans les années qui ont précédé sa fermeture, avait été, pour ainsi dire, si j'ai bien saisi ce qui m'a été raconté, prise en charge davantage par des laïcs. Donc on a aussi des faits, pour ceux dont j'ai eu connaissance, qui ont pu se dérouler dans les années 80. Et les lois de prescription, à l'époque, étaient beaucoup moins compréhensives, beaucoup plus restrictives qu'elles ne le sont devenues, avec des prescriptions qui peuvent avoir été acquises. Et de fait, malgré l'existence dans le droit contemporain de délais de prescription qui sont très longs à présent et qui ont été
aménagé au bénéfice des victimes, la loi de notre époque ne peut pas, d'une certaine façon, rétroagir sur des prescriptions acquises. C'est assez subtil ce que j'indique, mais simplement la prescription plus longue de notre temps contemporain n'est pas en capacité de faire renaître une prescription qui aurait été atteinte. Et c'est tout le problème de cet établissement, de cette situation-ci, c'est que les faits principalement rapportés jusqu'à présent sont des faits qui ont été situés dans le temps, dans les années 1980. Et donc le risque de prescription est effectivement très très important dans cette période-là. Plusieurs témoignages, en tout cas, accusent le personnel de l'établissement d'avoir couvert ces faits. Qu'est-ce que risquent ceux qui ont gardé le silence ? Là aussi, on rejoint à nouveau la question de la prescription parce que le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur une personne mineure, qui comporte évidemment le versant des abus sexuels, est soumis à une prescription de droit commun, soit au moment où je parle de 6 années. Donc le risque est quand même très grand que les faits soient prescrits dans ce domaine-ci. Ce que je veux simplement aussi indiquer, c'est que dans l'hypothèse de la constatation de faits prescrits, les instructions actuelles, le dispositif judiciaire qui a été mis en place permet malgré tout, avec l'accord des victimes et des plaignants, de faire néanmoins procéder à l'audition de celui qu'elles auraient dénoncé comme ayant été à l'origine d'abus sexuels à leur encontre, pour aller l'entendre sur ses explications par rapport au fait dont il est accusé. En ayant cependant conscience, il faut l'admettre, que la prescription empêche évidemment des poursuites. C'est la raison pour laquelle je ne fais procéder à cette audition peut-être de recherche de sens, de recherche d'explication adressée à celui qui aurait commis des abus sexuels qu'avec l'accord express de la personne, puisqu'elle sera nécessairement avisée que les faits ne pourront pas donner lieu à une suite judiciaire en raison de leur prescription. Merci pour toutes ces explications. Changeons de sujet. Un gendarme de Sarreguemines a été retrouvé mort dans son appartement vendredi 27 juin. Alors la thèse du suicide est privilégiée d'après les premiers éléments de l'enquête. Quelles sont les circonstances connues à ce jour ? Les circonstances sont effectivement sans ambiguïté celles d'un suicide, d'un jeune gendarme qui avait rejoint tout à fait récemment son unité d'affectation en gendarmerie mobile, et c'est un garçon d'une vingtaine d'années qui malheureusement s'est donné la mort. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle si c'est quelqu'un qui venait d'être muté, est-ce qu'on sait si c'est un lien ou pas avec... C'est encore difficile à dire. C'est quelqu'un qui présentait déjà des fragilités et qui venait effectivement tout récemment d'être affecté en Moselle-Est à l'escadron gendarmerie mobile de Sarreguemines. Il venait de l'école de formation de son activité professionnelle. Alors quel soutien est apporté aux forces de l'ordre dans ce cas de figure ? Ce sont à bien des égards des soutiens propres et internes à la gendarmerie nationale qui mettent en place et qui mettent en œuvre des dispositifs de soutien psychologique pour les camarades de la personne qui s'est donné la mort. Un mot maintenant sur la lutte contre les stupéfiants. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines applique depuis peu la saisie des téléphones portables des consommateurs de stupéfiants. Dans quel cadre cette mesure est-elle mise en œuvre et quel est l'objectif recherché ? Alors, c'est la déclinaison locale d'une instruction qui provient du garde des Sceaux, Gérald Darmanin à notre époque, et qui est destinée à cohabiter avec, évidemment, les enquêtes de long cours qui sont destinées à démanteler des réseaux, à identifier leurs animateurs, et évidemment les confondre et les traduire devant la justice. L'idée qui a présidé à cette... autre moyen de lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est la prise en compte des consommateurs, parce que finalement, il y a du trafic parce qu'il y a des consommateurs, il y a des consommateurs parce qu'il y a du trafic. Et la finalité recherchée, c'est de priver le consommateur du moyen par lequel il a réussi à obtenir des produits stupéfiants, dans la mesure où, à l'époque contemporaine, bien des acquisitions de produits stupéfiants passent par l'usage des téléphones portables. Et c'est au titre du moyen qui aura permis la réalisation du délit que ces usagers se voient exposés au risque de voir leur téléphone être confisqué par les gendarmes ou par les policiers. Et justement, le fait de confisquer le téléphone du consommateur, est-ce que c'est aussi un moyen peut-être de remonter certains réseaux de trafiquants ?
Assurément, c'est ce qui se pratique déjà depuis évidemment longtemps, depuis que les pratiques de trafic de stupéfiants ont emprunté les voies téléphoniques. Et il est clair que c'est une mesure qui a une double finalité. D'une part, une mesure d'orientation d'enquête, de soutien à l'enquête, étant cependant précisé que les trafiquants contemporains utilisent évidemment bien sûr souvent des téléphones dits de business pour lesquels ils n'ont pas, comme beaucoup d'entre nous, une carte à puce à leur nom, à l'évidence, et emploient surtout des messages cryptés qui ont cette caractéristique d'être éphémères. D'un autre côté, en revanche, s'agissant du consommateur en possession de qui le téléphone a été pris, il s'agit de le sanctionner, outre éventuellement d'ailleurs une éventuelle amende. Et de façon plus globale, est-ce que le trafic de stupéfiants est toujours aussi prégnant dans notre arrondissement ? Il est, comme il l'est malencontreusement dans tous les arrondissements, et il entremêle l'existence de réseaux structurés avec de multiples manière de se procurer des produits stupéfiants dans les villes qui constituent notre arrondissement, Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold, pour les principales villes de notre ressort juridictionnel, mais aussi dans les villages. De ce point de vue-ci, les stupéfiants ont une existence et une malencontreuse influence néfaste sur la santé et les comportements dans tous les secteurs de notre ressort. 300 personnes approximativement ont été poursuivies devant la juridiction au cours de l'année 2024 pour au moins usage de produits stupéfiants. Et cela recouvre non seulement les détenteurs de produits stupéfiants en vue de leur consommation, les trafiquants, mais également, il ne faut pas les oublier, les conducteurs de véhicules qui ont été pris, contrôlés et ensuite confondus en ayant consommé des produits stupéfiants, ce qui, je le rappelle, est une infraction assez commune. Et ce chiffre, il est en hausse par rapport aux années précédentes, ou au contraire en baisse ? Il se maintient, bon an, mal an, malheureusement. La lutte contre les trafics de produits stupéfiants est multiforme et elle peut passer des enquêtes très classiques de démantèlement des réseaux jusqu'aux patrouilles plus ponctuelles ou plus régulières des services de police-gendarmerie, souvent sur mes réquisitions d'ailleurs, ce qui me les demande pour avoir l'autorisation d'effectuer des contrôles à des moments un peu stratégiques de la vie sociale du ressort. Mais il faut aussi appréhender la lutte contre le trafic de stupéfiants à travers la lutte contre la sécurité routière, tant il est vrai que ces dernières années, la proportion des conducteurs conduisant après usage de stupéfiants a presque fini par dépasser les traditionnels conducteurs en état d'ivresse. Revenons sur cette affaire qui avait fait grand bruit. En septembre 2023, une voiture s'est encastrée dans la vitrine d'un opticien du centre-ville de Sarreguemines. Peut-être que certains de nos téléspectateurs s'en souviennent, c'est un accident assez spectaculaire. Le conducteur a été brièvement blessé et le jugement a été rendu le mois dernier. Le chauffeur a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Quelles sont les conclusions de l'enquête ? Qu'il était le conducteur et que celui-ci avait non seulement une conduite dangereuse, ce qui explique la projection du véhicule dans la devanture de ce commerçant, et il était bien entendu, malheureusement, sous l'influence de substances toxiques. Et le passager a lui aussi été condamné pour non-assistance à personne en danger. Il a écopé de 18 mois ferme. Est-ce que c'est une décision fréquente dans ce type de situation ? Tout dépend souvent des circonstances, des faits. Dans cette hypothèse-là, manifestement, celui-ci aurait dû prêter son secours aux personnes en danger. Je précise que le conducteur est actuellement sous les verrous, après que le tribunal ait décerné contre lui un mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire incarcération différée de quelques jours. Il a rejoint la maison d'arrêt il y a maintenant de cela quelques jours à peine. Avec le recul, après avoir évoqué toutes ces affaires, comment qualifiez-vous l'état de la criminalité dans notre département ? Multiforme. C'est toujours compliqué de donner une réponse unilatérale et unique à des phénomènes qui puisent souvent à des origines très diverses. Je dirais que vous avez un département, d'ailleurs en termes de département, je réduirais mon propos au ressort juridictionnel dont j'ai la tâche de surveiller depuis le parquet du tribunal judiciaire. Je dirais que la répartition des grandes typologies d'infractions pourrait être d'un côté de Sarreguemines
jusqu'au Pays de Bitche, en passant par Sarreguemines-Campagne, Sarralbe, Putelange, ces localités-là, une délinquance périurbaine, parfois plus rurale, puisque les villes sont de plus petite importance. Sarreguemines, évidemment, exclue, puisque c'est quand même la grande ville de l'arrondissement, et faite de cambriolage, faite également de violences intrafamiliales. Sur le bassin houiller, qui est l'autre versant du ressort judiciaire de Sarreguemines, j'y inclus évidemment Forbach, Saint-Avold, les brigades de gendarmerie de Bérennes-les-Forbach, de Faré-Berzillers, de Folchiller. Vous avez une délinquance qui est plus urbaine, tant il est vrai que finalement de Spicheren jusqu'à Saint-Avold, vous avez quasiment peu ou prou une seule unité citadine et urbaine. Et là, vous retrouvez en revanche une plus grande fréquence des trafics de stupéfiants, y compris dans des structurations plus fortes que dans l'est du ressort, parfois des violences urbaines, des agressions de gendarmes, de policiers. Vous retrouvez là aussi, malheureusement, parce que de ce point de vue-ci, les deux ressorts se ressemblent beaucoup, une grande prégnance des violences conjugales de l'Est à l'Ouest de notre ressort. Avant de se quitter, en termes d'organisation, comment le tribunal judiciaire de Sarreguemines s'adapte-t-il à la charge d'affaires en cours, avec toutes ces affaires qui sont à traiter Le tribunal judiciaire est composé outre ses fonctionnaires, on peut évidemment penser au service de greffe, personnel important, parce que c'est grâce à eux que les notes d'audience sont prises, que les dossiers sont préparés, qui sont reçus et ensuite présentés aux magistrats. Vous avez des juges et des procureurs, vous avez 18 juges qui ont des fonctions assez diverses, des juges des enfants, des juges d'application des peines, un juge d'instruction, des juges correctionnels. Ce sont ces juges-là, statuant lors des audiences correctionnelles dont la presse et parfois, évidemment, votre propre média rendent compte, qui sont chargés de juger les dossiers pénaux que le procureur leur amène. Et quant aux magistrats du parquet, qui définition un peu jargonesque pour décrire les procureurs, vous avez 6 magistrats du parquet actuellement au tribunal de Sarreguemines, outre moi-même, 3 vice-procureurs et 2 substituts procureurs de la République. Quel est le délai de traitement des affaires aujourd'hui actuellement? Parce qu'on sait que c'était bien souvent un problème, les délais qui s'allongeaient par rapport au traitement des affaires, des jugements. Ce délai, me semble-t-il, est assez conforme à ce que demande la chancellerie, qui est notre ministère, par rapport à cela. Vous avez des délais qui sont là aussi multiformes selon les circonstances. La presse locale rend régulièrement compte des affaires dites de comparution immédiate et qui consistent à traduire immédiatement un auteur des faits qui, en général, a commis les faits qui lui sont reprochés dans les 24 ou 48 heures qui précèdent devant le tribunal. Et cela toutes les semaines. Donc vous avez, de ce point de vue-ci, un délai de traitement qui peut parfaitement être de quelques jours à peine avant que le prévenu, auteur d'une infraction pénale, ne soit traduit devant la juridiction correctionnelle. Je dirais qu'en moyenne, les prévenus qui se voient remettre des convocations à l'issue de leur affaire par la police ou la gendarmerie sont convoqués dans les 5 à 6 mois devant la juridiction. Et quand ils sont convoqués à travers ce que l'on appelle le système du plaidé coupable, autrement dit la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, on a même des délais qui ne dépassent pas les 2 mois. Et par rapport à la moyenne nationale, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Sarreguemines, de ce point de vue-ci, se situerait assez clairement sur le bon versant de la moyenne nationale. Merci beaucoup, monsieur le procureur, pour tous vos éclairages. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.